Retrouvez dans un instant une rencontre à la librairie Ombre Blanche, enregistrée mardi 28 mars 2023 avec l'historienne du politique et du féminisme Michèle Rio-Sarcey, autour de la publication de son essai « L'émancipation entravée, l'idéal au risque des idéologies du XXe siècle » aux éditions La Découverte. Bonne écoute. Bien, nous allons peut-être commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette rencontre à la fois animée dans le cadre de l'histoire à venir avec la librairie Ombre Blanche. On est très heureux de recevoir parmi nous Michèle Rio-Sarcey. Alors, faut-il dire que vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Paris 8 Saint-Denis. Vous êtes historienne du politique, de l'utopie et du genre. Vous êtes notamment l'auteur de La démocratie à l'épreuve des femmes, 3 figures critiques du pouvoir. Désiré Verret, Jeanne de Rouen, qu'on retrouve dans l'ouvrage d'ailleurs, Eugénie Niboyer, chez Albin Michel, Le réel de l'utopie, et à la découverte, l'histoire du féminisme, 1848, la Révolution oubliée, avec Maurizio Gribaudy, Le procès de la liberté, histoire souterraine du XIXe siècle en France, paru en 2016. Et aujourd'hui, l'émancipation entravée à la découverte, avec un sous-titre très important, l'idéal au risque des idéologies du XXe siècle. Alors, je dirais que pour introduire peut-être cette conversation, cet ouvrage est une vaste fresque historique du XXe siècle. Vous montrez que la marche triomphante des idéologies a permis que les mythes l'emportent sur ce que j'appellerais la lucidité critique. Ainsi, la parole autonome de ceux qui luttent a souvent été confisquée. Vous montrez aussi que la faillite de ces idéologies, et malgré le poids du néolibéralisme, de nouveaux espaces se sont ouverts, ou renaissent, comme l'on disait peut-être dans un temps passé, la vieille taupe ressurgit parfois. Les gilets jaunes, le Irak en Algérie, les nouvelles luttes féministes, comme si le passage de l'émancipation se retrouvait aujourd'hui dans le présent des conflits. Et vous tentez d'expliquer ce paradoxe. Et vous revenez sur l'histoire longue, donc, de ces tentatives d'émancipation enfouies sous les discours doctrinaires des idéologies, des empêchements. Vous évoquez longuement les visions totalisantes du marxisme orthodoxe ou le structuralisme, par exemple. Toutefois, effectivement, par à-coup, l'idée d'émancipation authentique ressurgit. Alors je dirais que pour débuter cette conversation, peut-être, que représente pour vous ce qu'on pourrait appeler l'idée d'émancipation et, au fond, comment vaincre ou contourner ces freins à l'émancipation. Merci Michèle. C'est un vaste programme. Merci de cette présentation. Alors bien entendu, là, c'est une question qui m'est familière, l'émancipation. Je voudrais remercier mes vieilles amies communistes, mes vieilles amies féministes, comme quoi on fait des lapsus révélateurs. Et parce que cette question, nous l'avons abordée il y a très très longtemps. Et une de mes amies me rappelait nos rencontres il y a très très longtemps. À Albi, j'avais pris l'habitude de faire des colloques à Albi grâce à un responsable culturel de la ville qui nous invitait. C'était merveilleux. Et donc, nous avons abordé la question du féminisme, bien sûr, la question de la parité, la question de la démocratie. Et j'aimais bien venir à Albi parce que ça obligeait tous les membres participants, tous les intervenants, à rester
3 jours à écouter les autres. Et écouter les autres, c'est quelque chose que nous avons oublié. Parce que la question de l'émancipation, elle est là. On ne peut pas s'émanciper seul. On s'émancipe en fonction de qui on est, en fonction d'une tradition, en fonction de toute une histoire, par rapport à un monde qui nous est à la fois familier et étranger. Et donc, s'émanciper, c'est vieille question. Sénèque disait, il faut sortir, alors bien sûr c'est une traduction moderne, des représentations qui nous enferment, des idées que l'on se fait de soi en fonction de ce que les autres disent. Donc, s'émanciper, c'est s'émanciper de tout ce qui nous est imposé, donc des représentations qui nous enferment, mais on s'émancipe en tant que. Et ça, je l'ai trouvé en travaillant, bien sûr, pour ce livre, pour cerner vraiment la question d'émancipation dans la modernité, c'est-à-dire au sens traditionnel, modernité politique, avec les Lumières et la Révolution française. Et on avait posé une question avant la Révolution française et pendant la Révolution française à une catégorie qui a toujours été considérée comme étrange, étrangère, autre, donc aux Juifs. Qu'est-ce qu'être émancipé ? Et ils ont répondu, l'un d'entre eux a répondu avec énormément d'érudition, il faut d'abord s'émanciper soi-même de la tradition. Premier point, ne pas rester dans les identités qui vous enferment. Et puis, entrer dans la sphère qui vous est offerte, mais tout en gardant cette tradition extrêmement importante, tradition dont on a élagué ce qui vous assujettit. Et donc, c'est bien en tant que juif, en tant que noir, en tant qu'étranger, en tant que... de façon à entrer dans cette sphère de l'universalité avec, comme disait Hegel, quelque chose à défendre. Alors, quelque chose à défendre, c'est soit dans son passé, dans son histoire, dans son héritage, dont on s'est dégagé des traditions enfermantes. Mais on entre dans l'autre sphère, pas tout à fait le même et pas tout à fait un autre. S'émanciper, c'est rester soi, en étant pas tout à fait la même, pas tout à fait l'autre. Et c'est cette particularité qui fait la vie, en quelque sorte, dans un monde pluriel et dans cet universel auquel tout le monde aspire, mais dans une particularité qui vous est chère, avec cette interlocution nécessaire avec l'autre, c'est-à-dire que s'émanciper, c'est un devenir, c'est un peu comme la liberté, on n'est jamais définitivement émancipé, on n'est jamais définitivement libre, c'est en permanence un débat, une démarche, un parcours, une marche vers un avenir meilleur pour soi et pour l'autre. Donc c'est difficile, c'est pas une définition comme ça en soi. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon livre, mais j'ai décortiqué vraiment la question de l'émancipation, et il se trouve que l'autre, par définition, qui a toujours resté autre, qui est toujours resté autre, donc pas tout à fait le même, pas tout à fait l'autre, c'est précisément ce qui est inintégrable avec le monde tel qu'il nous est offert, c'est-à-dire on n'est jamais l'unique. Et c'est pour ça que j'ai interrogé tous les propos de ceux qui ont tenté de s'émanciper. Ça va de ce... j'ai oublié son nom, de ce responsable de la communauté juive pendant et avant la Révolution. Et puis ensuite, Bernard Lazare, Gunther Anders, enfin tous ceux qui ont travaillé sur cette question-là. Et puis, bien entendu, c'est toute la tradition qui fut la mienne de travail sur la question des femmes. On sait très bien que la visible différence fait que la femme ne peut pas être un homme, bien qu'aujourd'hui
les choses évoluent considérablement. Et là encore, ça aide à comprendre le processus constamment renouvelé et un processus lent et permanent. Justement, vous avez fait écho à l'émancipation des Juifs notamment, et il y a un chapitre intéressant, important, dans cet ouvrage autour, je dirais, de l'affaire Dreyfus et de Bernard Lazare. Est-ce que vous pourriez y revenir sur la façon dont la question s'est posée, dont elle a été interprétée, notamment au sein des forces de gauche, et la façon dont ensuite ça a été très compliqué? J'ai voulu relire l'affaire Dreyfus à la lumière de à l'aide de la relecture des historiens de 1994, c'est-à-dire ils ont repensé l'affaire Dreyfus 100 ans après. Et je me suis rendu compte qu'il y avait encore beaucoup d'ombres, mais beaucoup de non-dits. Et donc j'ai relu l'affaire Dreyfus dans toutes ses dimensions, parce qu'il me semble que pour la France, c'est un moment fondateur. Et notamment pour la Troisième République, elle a considéré que l'affaire Dreyfus était fondatrice de la victoire de la République. Mais je me suis posé la question, quelle République? Et donc, ce moment fondateur, quel était-il? Qu'est-ce qui a triomphé au moment de l'affaire Dreyfus? Est-ce la République? Est-ce la nation? Est-ce les républicains? Mais qui étaient les républicains? Et qui a été mis à l'écart? Qui a manqué à l'appel en dernière instance de l'affaire Dreyfus? Et il se trouve que, fondamentalement, ce qui a manqué à l'appel, c'est précisément celui qui a été accusé à tort. C'est-à-dire qu'on a oublié Dreyfus. Alors la nation l'a emporté, l'armée a été victorieuse, on a lavé le soupçon de l'armée, la République a été victorieuse, mais les questions restent en suspens. Et donc, ce qu'on a oublié, j'ai tenté de le restituer, de le rétablir, de le réhabiliter et de suivre en quelque sorte ces manques. C'est un peu comme l'émancipation, à partir du moment où les idéologies se sont substituées à l'émancipation, se sont substituées aux expériences, se sont substituées à l'autonomie. Qu'est-ce qu'on manque? Quel est le trou qui s'élargit au point de découvrir un véritable abîme où toutes les expériences autonomes sont dissoutes, en quelque sorte, au profit d'une idée de plus en plus en surplomb. Donc, de l'affaire Dreyfus, où on a l'impression que tout est aplani, que le J'accuse de Zola va mettre un terme à tout cela. D'ailleurs, le courage de Zola a été incontestable. Seulement, j'ai lu la totalité, bien sûr, de l'affaire, et j'ai surtout lu le texte de Zola, le J'accuse, et je me suis rendu compte que Zola était exactement comme les autres, comme Picard. C'est bien Picard qui a triomphé, c'est-à-dire qu'on sauve l'armée, on lave l'armée de soupçons, on sauve la République, et puis on oublie vraiment ce qui a été le cœur de cette atroce affaire, l'antisémitisme. Et l'antisémitisme, non seulement était présent, il a perduré, il a continué, et il a ressurgi dans les années 30. En éliminant, c'est-à-dire en mettant un bloc de ciment, pratiquement, comme la République et la Nation, sur l'affaire Dreyfus, on oublie ce qui gêne, et bien entendu, ça ressurgit. Ce qui ressurgit, c'est pas simplement, c'est ce que j'ai fait dans mon livre, c'est pas simplement les espoirs, c'est tout ce qui a été enfoui, qui n'a pas été réglé. Et j'interroge Madeleine Rebériou avec l'article qu'elle écrit. Donc j'ai bien connu Madeleine Rebériou, c'était ma prof de thèse. Et elle dit dans un article, Jaurès s'est tu pendant 4 ans. Que voulez-vous qu'il fît? Une grande majorité des travailleurs et de la classe ouvrière étaient antisémites. Eh bien, ensuite, on n'en parle plus de l'antisémitisme. Et on s'aperçoit que dans les années 30, ça ressurgit de manière massive, méchante, tordue. Et du même coup, toutes les choses qui ont été enfouies, l'antisémitisme,
l'antiféminisme. Vous vous souvenez, je parle à mes amis féministes, une grande responsable communiste nous avait convoqués à la fin des années 80, je crois, 90, pour s'interroger comment se fait-il que le Parti communiste ait oublié une question aussi essentielle, qui était le féminisme. Comment on a manqué cela? Et d'un certain point de vue, je réponds à son questionnement après coup, c'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de choses qui n'entraient pas dans la lutte de classe traditionnelle, dans l'idéologie traditionnelle, dans celle qui était née après la Révolution russe, dans celle qui a fait le Comintern, dans celle qui a participé à la décolonisation, avec un seul objectif, c'est-à-dire une interprétation extrêmement singulière du marxisme, une interprétation où l'économie l'a emporté sur l'idée d'émancipation, où le centre européen l'a emporté sur les marges colonisées, où les directives de la deuxième internationale à la troisième internationale l'ont emporté sur l'expérience ouvrière, sur l'expérience autonome. J'ai été frappée en dépouillant les actes de l'internationale, la deuxième internationale, à quel point il y avait un fossé immense, mais immense, y compris dans le langage, entre la première internationale. La première internationale, j'aime pas beaucoup Tolin. Alors Tolin, c'est un proudhonien. On sait que les proudhoniens ont été très hostiles à... Vous verrez le lien. Les proudhoniens ont été très hostiles à, disons, aux marxistes, mais pas simplement. Donc Tolin écrit à Marx et remercie Marx parce que Marx a refusé, n'est pas venu à une réunion internationale sous prétexte qu'il n'était pas ouvrier. Donc, un ouvrier remercie Marx de ne pas être venu, puisque l'international, c'est l'organisation des travailleurs autonomes pour se libérer eux-mêmes. Là, vous avez la définition d'émancipation totale. La deuxième internationale, quelqu'un dans la salle s'interroge et dit « Rendez-vous compte, parmi nous, il n'y a aucun ouvrier. » Vous avez tout compris. C'est-à-dire que l'auto-organisation, ce à partir de quoi l'expérience se dessine, et à partir de l'expérience, on élabore la théorie, on élabore l'idéologie, c'est fini. Tout est inversé, tout est renversé. L'idéologie se substitue aux expériences, si bien qu'on n'interroge plus les expériences ouvrières dès la deuxième internationale. On s'auto-interroge du point de vue des idéologues et on décide. Avant toute réflexion collective, on décide ce qu'il faut faire en matière d'organisation révolutionnaire, en matière de devenir de la révolution, la révolution russe, la révolution chinoise, et en matière de devenir de l'international, y compris sur d'autres continents, sur la décolonisation. Voilà ce que j'ai fait dans mon livre, en essayant de décrypter comment cette émancipation mise à l'écart a été occultée. Et c'est pour ça que j'ai pris l'affaire Dreyfus comme point de départ, parce qu'il me semble que ça dit bien ce qui a manqué et ce qu'on répète 100 ans après. Donc, dans le livre que j'utilise pour l'affaire Dreyfus de 1994, pratiquement, Lazare n'est pas mentionné, pratiquement. C'est quand même étrange, puisque Bernard Lazare, c'est le seul et le premier qui a dénoncé l'antisémitisme de l'affaire Dreyfus. Comprenne qui pourra, c'est pas une mise en cause, c'est une mise en abîme pour comprendre, parce que moi je comprends très bien les historiens après coup en 1994 comment on peut repenser la chose. Hein. Il y a plein de novations dans l'écriture de l'histoire, mais ce qui a été mis sous le boisseau, au moment où ça a été mis sous le boisseau, ça n'est pas réhabilité. Et ça perdure encore aujourd'hui. On aura peut-être l'occasion d'en discuter à la fin. Tout à fait. Non, pas du tout. C'est vous que nous avons invité. Donc, vous mettez aussi en avant, malgré tout ce que vous venez d'évoquer, je veux dire, cette
cet enfouissement, un moment, de cette auto-émancipation en cours. Il y a des gens, comme on dit, et je pense à Benjamin notamment, qui ont tiré la sonnette d'alarme, si je puis dire. Mais ça fait référence à un texte qu'il a écrit. Mais on a l'impression que, bon, ça ne va pas jusqu'au bout, où ils ne sont pas écoutés, où il s'est occulté. Comment vous expliquez ce phénomène-là ? Je l'ai fait pour tout le monde, c'est-à-dire que Benjamin, je travaille avec la pensée de Benjamin depuis le réel de l'utopie, donc il y a un certain temps, et dans mon usage de Benjamin, je comprends presque au pied de la lettre quand il dit il faut faire exploser les continuités dans l'écriture de l'histoire. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire exploser les continuités ? Ça veut dire il ne faut pas prendre ce qui se passe en fonction de ce qui se dit de ce qui s'est passé. J'ai découvert, grâce à Benjamin, quand vous étudiez un événement, quelle que soit la période, la source se construit au moment même où l'événement se déroule. C'est-à-dire que vous avez un mouvement de l'histoire, vous avez ceux qui font l'histoire, et puis ceux qui l'interprètent. Et ceux qui l'interprètent, ils l'interprètent tout de suite. Les historiens viennent après. Et donc, constituent les sources. Et les sources sont constituées comme ça, en continuité permanente. De l'effet, on déduit la cause. Et du même coup, l'événement proprement dit, où dans l'événement, on peut voir ce qui est advenu et ce qui n'est pas advenu, mais il y a des espoirs dans l'événement. Et ils sont effacés dès l'instant où l'événement est passé. On l'interprète. Faire exploser les continuités, ça veut dire essayer de ne pas prendre au pied de la lettre ce qui est dit de l'événement au moment où l'événement est advenu, c'est-à-dire immédiatement après son avènement. Donc, essayer de ressaisir l'histoire, non pas dans le sens de l'histoire, mais de son mouvement. Et là, vous découvrez une conflictualité qui jusqu'alors a échappé aux historiens sous prétexte, par exemple, moi, c'est la raison pour laquelle tout à l'heure à midi, excusez-moi de revenir sur une conversation privée, mais on s'interrogeait sur Wawel. On avait tous les trois oublié le nom de Wawel. Maintenant, je sais pourquoi. Wawel, qui était un grand historien, c'était presque devenu un ami. Il parlait de la Révolution française en disant « Oui, bien sûr, il y a les femmes. Oui, bien sûr, il y a les 5 et 6 octobre. » Mais elles anticipaient. Elles ont anticipé sur le féminisme. On ne peut pas en tenir compte, puisque aucun des membres des assemblées, de la constituante, ou aucune des assemblées n'a parlé des femmes. On n'en a pas parlé. Donc on ne peut pas faire l'histoire de ce qui n'a pas été dit. Et voilà comment je comprends Benjamin, il faut faire exploser les continuités. Elles n'ont pas anticipé, elles n'ont pas été entendues. Vous voyez la différence entre l'anticipation et la non-écoute. On n'a pas entendu les femmes pendant la Révolution, mais toutes celles qui se sont exprimées, et donc moi j'ai travaillé un petit peu là-dessus, et je me suis rendu compte que effectivement elles étaient inclassables. D'Olympe de Gouges, en passant par toutes les socialistes républicaines, les républicaines révolutionnaires, elles sont inclassables, elles sont ni l'un ni l'autre, et l'un et l'autre. Et c'est précisément cela que on peut repenser en histoire en reprenant l'événement au cœur même de son événement et voir la conflictualité s'engendrer, ce qui est advenu et ce qui est resté. Donc, voilà pour grossièrement l'apport considérable de Benjamin. Il nous permet de valoriser le mouvement de l'histoire au détriment du sens. Et j'ai oublié du coup la question que vous me posiez. Donc la question que je posais, c'était comment ce phénomène, comment expliquez-vous, je dirais, c'est la façon dont ces personnes ont interrogé. C'est-à-dire que, de fait, dans l'histoire, il y a toujours dans mon livre, je suis systématiquement toutes les personnes. Donc, c'est Alexandre Berkman pour la révolution, pour le mouvement ouvrier américain. On le retrouve en Russie. Donc, c'est Alexandre Berkman. C'est Souvarine dans les années 30, 40.
il y a toujours des personnes qui sont critiques, qui corrigent. Alors, Benjamin l'a fait dans les années 30, Gunther Anders l'a fait dans les années 50. Gunther Anders, dans les années 50, s'interroge, mais comment il a été possible? Je me suis posé la même question. Après, quand j'ai traité la Deuxième Guerre mondiale et l'après-guerre, je me suis dit, mais comment je vais arriver à expliciter la manière dont tous les contemporains, sans exception, ont voulu tourner la page. Mais tourner la page pas de manière hâtive, raison pour laquelle Heidegger a eu un tel succès parmi les intellectuels. Et pourquoi le structuralisme s'est imposé à partir de là? Parce qu'il ouvrait un champ de connaissances bien plus grand. Et du coup, tout ce qui s'était passé antérieurement, on tourne la page. Gunther Anders n'a pas tourné la page. Il n'a pas tourné la page, il a travaillé sur la langue, il a travaillé sur cette propension, cette pulsion presque humaine qui consiste, après Hiroshima, après Nagasaki, on a vu des images, vous imaginez ce que ça représente. On est en train de faire la même chose, nous, avec les morts en Méditerranée. Ça devient presque quotidien. On s'habitue. Alors les gens se sont habitués avec la bombe atomique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué, ils ont multiplié le progrès technique. Le progrès technique a fait un bond considérable au moment de la guerre de 14, après la Deuxième Guerre mondiale, avec le progrès chimique. Et Gunther Anders tire le signal d'alarme, mais tire le signal d'alarme de manière intense. Lisez l'obsolescence de l'homme. Vous apercevrez à quel point c'est lumineux de prise de conscience par rapport à maintenant sur l'écologie. Donc, en même temps, vous essayez de réfléchir comme Gunther Anders a réfléchi, et on se dit, et nous, qu'est-ce qu'on fait là en ce moment? Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Pas simplement sur l'écologie, pas simplement sur les grèves. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment sur la démocratie? Pas un prend la parole parmi les représentants sur la nécessité de refonder la démocratie. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est tous ces petits éléments. Donc, je reviens, Alexandre Berkman pour, le mouvement ouvrier américain, sur la révolution russe, et puis aussi ces moments de discernement, de lucidité extraordinaire pour essayer de penser justement comment la révolution russe des possibles soviets, ça a duré très très peu de temps, à l'économie triomphante, puisque Lénine a accepté le taylorisme, comment l'idéologie s'est constituée. J'ai travaillé sur cette question, sur comment c'est arrivé. Et donc, je me suis dit, comment je vais faire? Parce qu'il y a eu des multitudes de textes sur ces questions. Et donc, j'ai réfléchi parce que j'ai un amour inconsidéré pour cette période, mais vraiment cette période fabuleuse où l'art invente la vie, invente la connaissance. Alors là, j'ai mis absolument un tableau de Klee. J'y tenais beaucoup. Vous citez Malevitch. Je voudrais Klee qui, 1915... donc, qui s'appelle « Mourir pour une idée », c'est Klee. J'ai rarement vu un visionnaire aussi attentif à son présent. Klee est un peintre de génie. Qu'est-ce qu'il a fait pendant toute la période du nazisme? Il n'a cessé de peindre des choses qu'on ne voit pas. Il y a eu une exposition il n'y a pas très longtemps sur Klee, et un tableau s'appelle « L'alphabet ». La commissaire était visiblement pas très au point, et donc les cartels étaient nuls. Et donc je regarde l'alphabet. Il y a un alphabet qui a été fait dans les années 30, 38, hein, un tableau qui est proposé à l'exposition. Vous lisez l'alphabet. Donc toutes les lettres y sont, sauf une, le J. Et c'est fabuleux. On est en 38. Il fait un alphabet. Donc voilà pourquoi je me suis intéressée, je me suis dit, à mon avis, l'art va me permettre de saisir l'idéologie, avec bien sûr la manière dont les textes de Lénine sur le taylorisme, comment l'économie l'a emporté tellement, de manière presque évidente, parce qu'il faut faire le poids par rapport au capitalisme, enfin, etc. Ça paraît évident, donc il faut obliger les gens à travailler, etc., etc. Et du même coup, le stalinisme l'emporte logiquement.
C'est pas Staline qui s'est imposé contre Lénine, non. C'est logique, ça va de soi. Il faut travailler plus avec tout ce que ça implique. Et du coup, non seulement la liberté n'est plus même pas pensée, mais l'idée même d'une expérience ouvrière qui doit être au cœur des soviets, non, on n'en tient pas compte. Donc c'est pas le fait du conflit Trotsky-Lénine ou des anards, non, c'est ce processus irréversible. Donc je l'ai abordé de cette manière-là, et l'art. Alors l'art, donc qu'est-ce que je fais? Je prends l'artiste russe le plus représentatif, et donc je prends Malevitch. Je garde Malevitch parce que Malevitch n'est pas parti. Il est resté tout le temps, avec très peu de temps pour exprimer sa volonté de penser la nouveauté. Alors ça, bon, chacun a son avis sur l'art abstrait, sur le carré noir de Malevitch. Il se trouve que moi, j'ai vu l'original à Moscou. Ça a été le plus grand moment de ma vie parce que j'étais seule dans la salle. C'est absolument époustouflant. On a fait des carrés ensuite, des bleus, des clins, des tout ce que... Mais non, le carré noir, c'est pas un carré noir. Il y a plein de petites taches blanches. Et puis il y a une exposition qui va se présenter à Viterbe. Parce que c'est une ville entière pendant un temps très court. C'est l'art. C'est l'art, c'est la puissance de l'art. On fait, c'est pas des graffitis, ça n'a rien à voir avec les graffitis. On peint des wagons entiers, on peint des rails, on peint des maisons pendant très peu de temps. Malevitch résiste. Et puis peu à peu, bien sûr, la répression, etc. Donc il va se décaler. Il fait ce qu'il peut pour se décaler. Et puis tout d'un coup, je m'aperçois que les tableaux qu'ils ont faits à Viterbe, je les retrouve dans les années 50, aux États-Unis. Donc cet art, avec ce rappel de la puissance de penser, qu'est-ce que je fais? J'essaye de voir qu'est-ce qu'il est devenu. L'art, à cette époque-là, c'est l'art abstrait. Et puis petit à petit, il est pris en charge par le cinéma. Donc, je regarde le cinéma. Et j'ai dépouillé systématiquement tous les films soviétiques avec tout ce que ça implique comme artifice. Ah, là, c'est dur, c'est carrément dur. On voit comment le mythe se constitue. Comment le mythe bolchevique se constitue. Avec les bâtiments, avec les monuments, avec les textes, avec la poésie, avec la peinture. Tout est possible pour constituer un environnement impossible, auquel il est impossible d'échapper. Et ce mythe se constitue de manière systématique, grossissant de plus en plus, au point qu'il s'imprime dans les esprits, jusqu'à cet excès, à cet extrême. Un des grands poètes, de nos grands poètes, des très grands poètes, Aragon, va écrire ce texte infâme qui s'appelle l'hymne à Staline. Donc je vais jusqu'au bout pour aboutir à cette impossibilité de penser autrement, comment l'idéologie se substitue à cette fabuleuse initiation qui intervient dans les années 1905, puisque la révolution russe commence en 1905, et donc je fais la distinction entre février et octobre, mais je la décline de deux manières: priorité à l'économie et la constitution du mythe avec l'art, en prenant Malevitch qui résiste envers et contre tout. Et je crois qu'à son enterrement, très peu de gens suivent le cercueil de Malevitch. On l'a oublié, on l'a déjà oublié, mais les procès ont commencé avec tout ce que ça veut dire. Et bien sûr, j'anticipe parce que je vais prendre Alexandre Berkman comme témoin de cette déclinaison dans l'abîme, non pas du stalinisme, de l'obligation de penser comme il faut, avec tout ce que ça implique comme raisonnement logique. Et donc, il va le dénoncer très très vite. Et bien sûr, tous les procès vont... Donc Gide va dénoncer les procès, mais d'autres l'ont dénoncé bien avant. C'est pour ça que j'utilise Souvarine. Alors, je me suis... du point de vue du travail, moi je suis 19e, donc j'essaye de voir comment l'émancipation s'est déroulée dans le XXe siècle, qu'est-ce qu'elle est devenue. Et ben, je suis dans le XXe, c'est pas ma spécialité, comment je fais. Donc j'interroge tout, absolument. J'ai interrogé le monde entier ou presque. Et donc j'ai demandé à un militant du PC que je connais bien, je lui ai dit, puisque Souvarine a mal évolué, puisqu'il est
Après, j'ai dit, dans la période de ces années-là, tu penses que je peux utiliser Souvarine? Dit, là, tu peux. Donc, j'ai utilisé Souvarine. Jusqu'à quand? Avant commentaire, donc. Avant la guerre. Avant la guerre, oui. Tout à fait. Donc oui, effectivement, vous évoquez bien cette mystique soviétique qui se construit et qui, je dirais, empêche. Ça me rappelle la phrase de Rancière qui dit, au fond, le peuple a été pensé par d'autres, quelque part. Michelet a fait parler le peuple en le faisant taire. Voilà ce qu'il dit. Qu'est-ce que... Michelet a fait parler le peuple en faisant taire. Mais Rancière aussi l'a fait. Avec Althusser, ils ont continué. Tout à fait, justement. Effectivement, dans ce cadre-là, je voudrais vous faire évoquer. Alors, on va faire un saut dans le temps, hein, parce que effectivement, vous balayez toutes les époques du milieu du 19e jusqu'à nos jours, puisque, en conclusion, peut-être nous pourrons revenir sur l'épilogue avec les deux textes. On va laisser l'épilogue, mais je me suis vraiment posé la question comment j'allais faire. Tout à fait, mais qui me paraissent, moi, emblématiques d'une résurgence, je dirais, aujourd'hui, de cette auto-émancipation empêchée, en quelque sorte. Mais vous évoquez deux grands moments, et notamment un grand moment du XXe siècle, avant ce que Abensour appelait la brèche de 68, c'est-à-dire toute la démarche structuraliste de l'après-guerre, et avec, je dirais, ces papes, en quelque sorte, qui étaient effectivement, donc, puisque ça touche à la fois le politique, avec Althusser notamment, mais pas que lui, la langue aussi. Bon, la démarche, il y a Lévi-Strauss au départ, hein, si je puis dire, et aussi donc toute cette façon dont je dirais presque l'émancipation a été confisquée. Alors, je me suis posé la question sur le structure, parce que je suis donc en particulier les idéologies émancipatrices qui se figent, qui s'ossifient et qui se transforment en pensée en surplomb. Et pour le structuralisme, moi j'avais en tête, bien entendu, les effets du structuralisme avec Althusser. J'avais été contemporaine des lectures obligées de la période post-68 où chaque intellectuel se devait de lire les cahiers marxistes-léninistes, sinon on ne comprenait rien au présent. Et je me souvenais bien sûr de difficultés énormes, ne serait-ce que du langage, avec tout ce que ça implique. Bon, mais c'est la lecture de Klemperer. Quand on voit comment l'idéologie, alors bien sûr je parle de l'idéologie fasciste, de l'idéologie nazie, la manière dont ça s'est mis en place avec les obstacles, les difficultés, mais le langage qui se transforme. Et la lecture de Klemperer, ça a été une révélation, comment, y compris après coup, après l'échec de l'Allemagne, toute la langue avait été transformée. Et il décrit comment cette langue s'impose à tout le monde, y compris aux résistants. C'est effrayant, quoi. Donc, j'ai lu, en quelque sorte, le structuralisme de cette manière-là. Alors, j'ai commencé avec un très grand hommage à Lévi-Strauss. Je pense que Lévi-Strauss était vraiment un très grand intellectuel. Il a ouvert la voie à un autre monde, à tous ses contemporains. Donc, moi, je le lis avec beaucoup, beaucoup de satisfaction en disant... Il va même critiquer la civilisation occidentale. Et puis, peu à peu, au fur et à mesure de ma démarche, je me disais, je vais faire l'économie quand même de la totalité de l'œuvre. Ben non, je n'ai pas pu faire l'économie de la totalité de l'œuvre. Donc, de travailler sur la linguistique, de la correspondance avec Jacobson pour savoir pourquoi il s'appuyait comme ça sur les linguistes, alors que les linguistes eux-mêmes étaient très opposés. Donc, ce dialogue avec Benveniste qui refuse, justement parce que Lévi-Strauss refuse l'histoire de l'arbitraire du signe. Apparemment, ça paraît secondaire.
Ça n'est pas du tout, parce que qu'est-ce que ça veut dire l'arbitraire du signe? Ça veut dire tout simplement que les individus ont construit leur propre grammaire, construisent leur propre langage. Donc là, il y a une subjectivité qui échappe au déterminisme. Et Benveniste résiste jusqu'au bout. Jacobson cède, mais Jacobson, lui, c'est autre chose. Donc, Lévi-Strauss contourne les Saussure benvenistes, l'arbitraire du signe, et dialogue avec Jacobson. Et puis, peu à peu, on s'aperçoit que, en fait, Lévi-Strauss va réhabiliter le mythe. Je l'avais démonté, j'avais tenté de le démonter au moment de la Révolution russe sur l'idéologie marxiste, et le revoilà qui ressort de manière fondamentale avec cette volonté qu'il a, qui est extraordinaire, parce que l'interdit de l'inceste, bon, on sait bien que c'est quelque chose de fondamental et qui a créé et qui a été fondateur de toutes les sociétés. C'est ça l'objectif de Lévi-Strauss, atemporel, anhistorique et hors de tout espace. Il va démontrer que, au-delà du comportement humain, il y a un déterminisme fondamental qui fait agir le monde. Et je le retrouve, bien sûr, dans tous les domaines, y compris dans la psychanalyse. Le seul moment de dialogue avec mon éditeur, c'est qu'il m'a ôté un long développement sur Lacan. Parce que j'ai interrogé un nombre invraisemblable de psychanalystes pour savoir qu'est-ce que ça veut dire l'inconscient est structuré comme un langage. L'inconscient est structuré comme un langage, c'est un héritage direct du structuralisme et donc du déterminisme, avec ce que ça veut dire comme fondateur du comportement humain. Peu à peu, j'en suis arrivé à démontrer comment le sujet est éliminé, comment l'arbitraire est éliminé, comment l'intersubjectivité est éliminée. Et donc, ça ne va pas au-delà. On en reste là avec le structuralisme parce que ça ouvre vraiment la connaissance sur un monde étranger et donc l'altérité est perçue. Et on va laisser de côté, on va se dire, bon, bah, pourquoi pas? Sauf que le structuralisme va influencer la totalité de la recherche. Je dis bien la totalité de la recherche dans tous les domaines. Et j'ai donc, pour essayer de comprendre comment le langage va devenir suffisamment abscon pour être totalement incompréhensible et être réservé à des spécialistes, j'ai donc lu Barthes, le moment Barthes où le structuralisme triomphait, pour comprendre, par exemple, comment des mots totalement ordinaires deviennent extrêmement complexes. Et peu à peu, on arrive et on avance dans cet aveuglement total avec Althusser. Althusser va transformer la lutte de classe en lutte dans la philosophie. C'est-à-dire que pour saisir le monde tel qu'il va, tel qu'il existe, tel qu'il est fait, il faut vraiment être spécialiste et du langage, être spécialiste d'une théorie marxiste repensée entièrement par Althusser, au point que les expériences n'existent pas, où tous ceux qui sont dans la réalité sont négligés parce que ce qui est déterminant, c'est la philosophie, c'est la pensée de plus en plus savante, au point d'échapper au commun des mortels. Et tout ça donne quelque chose d'inattendu, d'incompréhensible. Moi, je l'ai vécu personnellement. Comment des militants d'une extrême intelligence ont pu fermer les yeux sur ce qui se passait en Chine. Pendant des années, des semaines et des semaines, on s'est tu sur les exactions en Chine, au nom du marxisme-léniniste, au nom justement de la connaissance exacte du processus historique qui doit aller de l'avant et qui doit passer sur la contingence, sur
ce qui est de l'ordre de l'événement secondaire, et pour penser à quelque chose d'autre. Tous ceux qui sont allés en Chine, alors c'est tel quel donc que je mets en scène, tous ceux qui sont retournés, y compris, sans la moindre, c'est pas une question d'autocritique, c'est vision justement du monde dans lequel ils étaient, eh bien, c'est la raison pour laquelle j'ai cru bon de centrer une partie de ma critique sur les idéologies, sur le structuralisme. Ça a donné des véritables catastrophes. Alors maintenant, on se retourne sur cette période en disant « oui, mais c'était une période d'enthousiasme avec Révolution ». Non, non. Ça a considérablement influencé justement nos représentants d'une certaine manière, parce qu'ils étaient persuadés appartenir à l'avant-garde. Michelet a fait parler le peuple en le faisant taire, mais Althusser a continué à faire parler le peuple en le faisant taire. Et tous ses adjoints, pendant un temps, la rue d'Ulm à Paris donnait le là, et pas simplement en France, avec tout ce que cela veut dire comme occultation, comme mensonge, comme illusion. Et tous nos héritiers, tous ceux qui aujourd'hui sont en train de représenter le peuple, continuent à le faire taire. Et donc, cet héritage de l'avant-garde idéologique laisse des traces considérables. Ils ont oublié ce que Marx, alors je privilégie Marx parce que j'ai une lecture marxienne de Marx, j'ai une lecture grâce à des travaux de Jean Auvert, entre autres, qui justement ont retravaillé sur ce Marx qui a été capable de dire l'inverse de ce qu'il avait dit en 1948, qui a écrit une lettre, lettre manifeste à l'international pour dire combien la coopération, les associations étaient importantes et étaient l'avant-courrière justement de la première internationale, puisque l'émancipation, ça consiste à s'émanciper ensemble, avec l'autre, mais soi-même dans l'expérience. On retrouve maintenant à la marge tous ces souterrains qui n'ont jamais émergé à cause de la transformation de la langue, de la transformation de la recherche, de la transformation d'un mode de pensée élitiste, mais ça, élitiste au mauvais sens du terme. Maintenant, on le retrouve à la marge des institutions. Ça a commencé avec les Gilets jaunes et ça continue avec les manifestations multiples et diverses, avec toutes sortes d'expériences qui se dessinent à partir d'une relecture inconsciente d'une certaine manière. Mais là, ce n'est pas l'inconscient est structuré comme un langage, c'est la mémoire souterraine qui revient à la mémoire des héritiers et qui se disent, comme en Algérie par exemple, donc j'ai traité aussi toute l'idéologie coloniale, comme en Algérie, c'est quand même étonnant, tous les journaux l'ont dit, le Irak a recommencé l'histoire en 62. Ils se sont réappropriés l'histoire en 62. Eh bien, pour essayer de saisir comment ils se réappropriaient l'histoire, je me suis dit, il faut faire comme si j'étais, non pas sociologue, mais témoin, acteur. Donc, je suis allée en Algérie au moment des manifestations du Irak, comme je suis allée aux assemblées des Gilets jaunes pour comprendre comment ils réinventaient la démocratie à leur manière. Et j'ai vu des choses absolument inouïes. J'ai vu, je le disais en privé hier au repas, un prof de chimie à Saint-Nazaire, un prof de physique, qui a passé 2 ans à se taire, pratiquement 2 ans, à essayer de constituer un groupe avec les gens tels qu'ils étaient pour tenter de réinventer la démocratie en faisant parler, effectivement, ceux qui se battaient, en leur faisant dire ce qu'ils faisaient, et moi je chercherais à leur faire interpréter ce pourquoi ils se battaient, de façon à ce que la source nouvelle, Gilets jaunes, Irak et autres, ne soit pas constituée par les travaux de professionnels, mais puisse être véritablement constituée par ceux qui font l'histoire. Il me semble que nous sommes arrivés à un moment
où ceux qui font l'histoire, pas simplement qui se battent, ceux qui participent au mouvement de l'histoire, c'est-à-dire qui font l'histoire, ils sont à même de l'interpréter, parce que s'il y a eu un progrès, à mon avis, c'est celui-ci. Maintenant, la connaissance est largement partagée, et vous entendez, y compris dans des endroits où les intellectuels se commettent, où ils ne devraient pas se commettre, comme à BFM TV, vous entendez des propos qui sont tenus par le commun des mortels, et le commun des mortels parle effectivement comme moi, comme vous, il sait pourquoi il se bat, il sait pourquoi il est là, et donc peut-être que ce commun des mortels est en capacité d'interpréter sa lutte sans pour autant qu'on lui assigne une identité sociale, sans pour autant dire « Ah oui, mais il appartient aux misérables à la manière de Victor Hugo, c'est-à-dire que les acteurs n'existent pas, ils sont tous dépendants. » Eh bien, l'âge des misérables, à mon avis, est tourné. La page des misérables est tournée, et je crois que ceux qui font l'histoire sont en capacité de la penser et de l'écrire. C'est la raison pour laquelle je reprends une expression d'un de ceux qui a inventé le mot libertaire, un anarchiste du 19e siècle, Cœur de Roi, qui avait pour objectif une pensée complètement cinglée, mais c'était un cinglé à la manière de Fourier, c'est-à-dire pressentait l'avenir, et lui, ce qu'il voulait, c'était écrire le livre en actes. Et c'est un peu ce que j'ai, non pas tenté de faire, mais essayer de rétablir la pensée du possible de Cœur de Roi, le livre en actes. Tout à fait. Je crois que c'est ce à quoi vous parvenez, mais à travers tout cet ouvrage, on évoquait donc le structuralisme, Althusser, notamment, en fait, c'était l'époque où la pratique théorique primait sur la pratique sociale. Et puis après, effectivement, vous évoquez aussi toute la démarche des révolutions coloniales, d'ailleurs, et là aussi des guerres d'émancipation, où vous dites d'ailleurs à un moment, en faisant référence à l'Algérie et au Vietnam, notamment, où vous dites... nous avons vu la victoire d'une bureaucratie combattante, et donc qui a, y compris, écrasé, à un moment donné, où je dirais, supprimé la parole de ceux qui voulaient peut-être aller plus loin, en quelque sorte, dans le débat. Et vous l'évoquez aussi à travers 68, où vous citez quelqu'un qui, pour moi, est quelqu'un de très important. Vous citez Miguel Abensour, donc avec sa fameuse, je dirais, théorie de la brèche, et puis cette magnifique collection qu'il avait créée chez Payot. Tout à fait. Miguel Abensour, c'est avec lui et d'autres que nous avons redécouvert l'importance de Benjamin dans l'écriture de l'histoire. Il appartient à cette filiation méconnue pour cause justement de totalitarisme idéologique, et donc l'école de Francfort. Et l'école de Francfort en France n'a pas beaucoup percé, qui ont maintenu cette idée émancipatrice. Et c'est lui qui m'a fait découvrir un texte d'Hannah Arendt, justement, qui relie Platon, relie du verbe relire, et donc par relier, qui relie le banquet de Platon en démontant en quelque sorte la théorie qui consiste à valoriser les intelligences. Alors je sais bien que Balzac avait une idée un peu platonicienne en expliquant qu'il fallait le gouvernement par les intelligences, mais Hannah Arendt inverse la lecture de Platon pour comprendre ce que Platon décrit à travers cette caverne, la théorie de la caverne, et c'est une lecture complètement inattendue par rapport au platonicisme qui a sévi à la rue d'Ulm pendant très très longtemps. Et donc, Miguel Abensour est toujours resté à la marge
de l'école de pensée dominante de la grande période des années 80, 70, 80, 90. Et maintenant, si on relit Hannah Arendt d'une certaine manière, si on relit Gunther Anders était le premier mari d'Hannah Arendt, si on relit Miguel Abassour et les utopistes, c'est précisément grâce à ces traces qui sont redécouvertes par d'autres, mais de manière inattendue, spontanée. On a fait toute une expérience avec la Commune et Commercy. Commercy ne connaissait absolument pas la Commune de Paris, par l'intermédiaire d'une chercheuse qui va soutenir bientôt sa thèse sur les mouvements sociaux. Il se trouve que cette chercheuse est belge. À mon avis, c'est pas un hasard. Si ça vient de l'étranger, ce regard à distance et en même temps empathique, d'une certaine manière, on a redécouvert. Enfin, c'est elle qui a fait découvrir aux Gilets jaunes de Commercy la Commune de Paris. Ils en ont fait une exposition. Enfin, c'est assez extraordinaire comme expérience. Et malgré tout, le verbe, les propos, les poèmes. Bon, j'ai assisté à une élaboration d'une chanson à Commercy. Il faisait tout un topo sur l'histoire, sur l'idée de commune, au sens communautarisme et communaliste, donc avec la différence entre communautariste et communaliste. Et donc, il y en a un qui s'est mis à écrire un texte, le même qui conclut mon livre, a écrit un texte. J'ai assisté à l'élaboration du texte et il y avait des mots avec des références historiques qu'il ne connaissait pas, les mêmes mots avec surtout le même sens d'origine. Et c'est pour ça que j'ai été toujours sensible à la définition de Benjamin sur l'origine. Retrouver l'origine, c'est pas retrouver l'origine du monde ou l'origine de quelque chose dans le sens de Courbet, mais c'est retrouver l'origine du moment où le sens premier, libérateur, authentique a été donné. Et je vous assure que c'est fabuleux quand on procède de cette manière-là. Et donc, ils ont retrouvé l'origine du mot liberté ou du mot peuple en retrouvant les propos de Delescluze prononcés au moment de la Commune, sans qu'ils sachent vraiment du tout. Et c'est cette chercheuse belge, l'intermédiaire, bien mise en valeur aussi par Benjamin, pour pouvoir retrouver ce moment du passé oublié, enfoui sur l'écriture de l'histoire continue. Il faut que l'historien puisse restituer le moment singulier, le conflit et surtout le sens du mot. Et donc, vous allez retrouver ces choses-là dans une discontinuité totale avec l'aujourd'hui par rapport à un autrefois qui fut oublié. Mais l'autrefois, il n'existe, d'un certain point de vue, c'est très hegelien, que si vous contribuez à le penser. Et donc, cette tierce personne qu'est l'historien ou le chercheur est absolument indispensable. Non pas, on ne constitue pas un objet d'étude à partir de rien, on constitue un objet d'étude à partir d'une résurgence dans le maintenant, dans l'aujourd'hui, résurgence inattendue. Et moi, j'ai constaté la même chose. Je l'ai fait avec la révolution tunisienne, dans l'avenue Bourguiba. J'étais béate d'admiration. Vous aviez des slogans les mêmes que 1848. Non pas les mots qui sont les mêmes, le sens des mots qui sont les mêmes. Mais pour pouvoir restituer ça, je suis passée aussi par l'intermédiaire d'un artiste absolument remarquable qui a construit tout un travail, mais ça je l'ai vu par hasard d'ailleurs au Canada. Il a construit tout un travail sur l'explosion de 2011 qu'on a appelé le printemps des peuples. Et donc, il a restitué par l'image et par le dessin un processus révolutionnaire qui revenait de loin, mais qui revenait de loin en reprenant, sans le savoir, des idées qui avaient été enfouies, des événements, ce que j'appelle les événements non advenus, mais qui restent dans le souterrain des mémoires. Et ça, c'est une manière d'écrire l'histoire qui tranche avec la continuité ordinaire. Tout ça, bien sûr, demanderait beaucoup de développement. Je n'ai pas le temps, c'est simplement un exemple. Mais effectivement, votre ouvrage montre tout cela et
Je dirais que c'est aussi un écrit quelque part optimiste dans la mesure où il nous permet de sortir un peu des aveuglements idéologiques et des idéologues des années 70 et suivantes. Et je crois qu'effectivement, en faisant ce lien avec ce qui parfois sourd et ressurgit à certains moments, je crois que c'est important. Et peut-être avant de passer la parole à la salle, revenir aussi, vous évoquer, notamment dans le cadre de l'émancipation des femmes, j'ai retenu dans cet ouvrage, il y a deux moments, celui de Proudhon et Jeanne de Rouen, d'une part, et celui du scandale que fut la parution du Deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Est-ce que vous pouvez... Ah, c'est celle qui s'est levée et qui vous a fait au revoir, voilà, comme on dit. Est-ce que vous pouvez un peu... À chaque fois, dans mon livre, donc je décrypte la manière dont l'idéologie se substitue aux expériences, quelles qu'elles soient. Et puis, de temps en temps, il y a une dissonance totale. Donc, dans les années 30... C'est ça qui est bien. Je l'ai détaché de tout ce que je racontais, mais les années 1830, le retour des intelligences des femmes retrouve l'intelligence. Et Simone de Beauvoir, je me suis dit, comment je vais la traiter là ? Parce que l'après-guerre, pour moi, c'était un véritable traumatisme. J'ai pris l'année 38 comme à l'année décisive, clairvoyante. Même Daladier a été beaucoup plus clairvoyant qu'on ne l'a dit. Tout le monde était clairvoyant, mais avec un sentiment d'impuissance terrible. On est un petit peu dans la même situation, là, méfions-nous. Et donc, j'ai retrouvé le plaisir que j'avais eu quand j'étais petite, quand j'ai lu La nausée de Sartre, qu'il a écrit en 38. Et donc, j'ai fait de l'année 38. Alors, je sais, il y a un autre chercheur de sciences politiques qui a parlé de l'année 38. J'ai lu son livre, mais c'est quand même une recension d'articles de journaux. Je n'ai pas trouvé ce que je cherchais, mais qu'importe. Et donc, cette année 38 qui était absolument déterminante, qui semble... Ça y est, quoi. Ça y est, ils vont réagir. Non. Ils réagissent en pensant encore plus à travailler l'intellect, à travailler cette force extraordinaire de l'esprit qui permet de se sauver soi-même. Et puis après 45, c'est pas possible, quoi. Là, c'est pire. Du coup, Heidegger, etc., etc. J'ai cru que j'allais faire l'économie de Être étant. Je n'ai pas pu faire l'économie de Être étant parce que les cahiers noirs viennent de sortir, donc il fallait absolument travailler les cahiers noirs de Heidegger avec Être étant, et puis comprendre l'aveuglement, j'allais dire presque logique des contemporains. Et puis à 49, Simone de Beauvoir, le Deuxième sexe. Je ne peux pas le mettre dans l'histoire. Il n'a pas sa place. À aucun moment, j'ai pu l'insérer. Donc, il vient là en dissonance, totalement. Comme les années 1830, Vauvel aurait dit, ces années 1830, les femmes ont inventé, ont anticipé. Or, les années 1830, on les retrouve à l'heure actuelle avec MeToo. Les mêmes mots, les mêmes sens, peut-être avec un petit peu plus de discernement et d'intelligence en 1830, que là, quelquefois, il y a des déviations dans les affichages avec des fautes d'orthographe qui me gênent un peu. C'est un peu bizarre, mais bon, je suis un peu gênée par les fautes d'orthographe. Et il n'empêche que ce que MeToo retrouve, c'est exactement ce qu'avaient découvert les femmes de 1830, donc le retour à l'intelligence. Et Simone de Beauvoir, avec le Deuxième sexe, c'est la même chose. J'ose pas employer le terme de déconstruire parce qu'il a fait tellement un vilain métier depuis qu'un certain nombre de représentantes s'en sont emparées. Et du même coup, donc ce décryptage du monde de l'autre tel qu'elle le découvre, c'est inaudible. C'est totalement inaudible. Personne ne l'entend. Il faut attendre les années 70 pour comprendre ce que ça veut dire. Pour comprendre... Et encore, par l'intermédiaire des États-Unis, qui ont mal traduit Simone de Beauvoir, donc qui retraduit ensuite, pour saisir l'importance de la chose. Mais Simone de Beauvoir, maintenant, a pignon sur rue, si je puis dire,
Mais ce qu'il faudrait, c'est retrouver les premières féministes, le mot n'existait pas, qui sont encore allées beaucoup plus loin que Simone de Beauvoir. Et donc c'est cette discontinuité qu'il faudrait faire revivre en histoire pour comprendre comment aucune pensée du possible, quelque forme que cela prenne, ne disparaît. Jamais. Sauf que il faut que l'historien, s'il y a un rôle de l'historien, c'est celui-ci, puisse récupérer ces déchets. C'est dans ce sens que Benjamin appelle les déchets du passé. Ces déchets du passé qui ne se retrouvent absolument nulle part dans l'écriture de l'histoire, à condition, bien entendu, de penser l'histoire différemment, par fragments, avec tout ce que ça suppose comme remise en cause des traditions de l'écriture de l'histoire, des modes, des courants de pensée. Je viens de recevoir un message d'une jeune doctorante qui me dit « Je suis heureuse que ton livre soit sorti. Penses-tu avoir fait une histoire globale ?» Je vais vite lui répondre en disant « Non ». C'est partie des questions, d'ailleurs. Peut-être allons-nous, si vous en êtes d'accord, passer la parole à l'auditoire. Alors, il suffira de lever la main et je ferai passer le micro, tout simplement. Merci pour cette introduction. D'après ce que j'ai compris, votre démarche elle est historique et philosophique à la fois. Et vous avez commencé par une certaine critique, si j'ai bien compris, de la démarche d'une certaine pensée qui omet la réflexion de l'expérience. Et ce qui est une faille. Et tout ce qui suivait, je pense, tournait pour une grande partie autour de cette faille. Et en même temps, est-ce que prendre au sérieux la réflexion de l'expérience, est-ce que ça ne nous mènerait pas à un certain conservatisme ? Et les échecs de certaines émancipations, est-ce qu'elles n'aboutiraient pas à avoir des conclusions et de reculer face aux utopies ? On voit que certaines émancipations, par exemple le féminisme, ils ont bien marché pendant les 200 ans, et d'autres, l'émancipation des ouvriers ou des gens ordinaires, entre guillemets, normaux, face à la politique, peut-être il y a moins de progrès là-dessus. Est-ce qu'on ne se doit pas de faire des conclusions conservatrices face à si on réfléchit sur l'expérience ? Merci. Allez-y, Michel. À la fois, votre question est pertinente d'un côté et pas de l'autre. Parce que toute théorie, quelle qu'elle soit, elle n'est pas bâtie sur du sable. Elle est bâtie sur l'expérience humaine, c'est-à-dire comment, si on veut bâtir une théorie sur l'émancipation ou sur la liberté, encore faut-il saisir la manière dont les individus s'en sont saisis. Donc c'est un rapport, là pour le coup, complètement dialectique. On part d'une expérience, on élabore une pensée, cette pensée est mise à l'épreuve du vrai, de la réalité, et à partir de cette réalité, on réélabore une autre théorie où on prolonge celle-ci. C'est-à-dire que c'est un mouvement permanent. Donc, si vous estimez qu'une telle ou telle expérience est tombée dans l'abîme du conservatisme, vous élaborez autrement votre orientation, etc. C'est un aller-retour constant. Tandis que ce que je mets en cause, moi, c'est la manière dont les théories ont été élaborées hors des expériences, en surplomb, et on a tenté de coller la réalité au texte, au discours. Et du même coup, le discours reste figé. Et on peut dire que ces idéologies, là j'ai rien inventé, elles ont carrément failli.
et grossièrement failli. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, il faut partir d'une réalité telle qu'elle se déroule, avec les manquements, avec les absences, avec les erreurs, avec tout ce que ça suppose. Et ceux qui font l'expérience, c'est aussi ceux qui contribuent à l'élaboration. En tout cas, dans l'histoire de l'émancipation, c'est toujours comme ça que ça s'est déroulé. Mais il faut penser la chose par rapport à l'adversaire aussi. On a un système qui est suffisamment prégnant, et j'allais ajouter suffisamment pervers, pour intégrer tout ce qui est possiblement intégrable à la hiérarchie, à la domination. Et pour ce faire, on en parlait hier au repas, les moyens publicitaires sont d'une efficacité redoutable. Et donc, il faut tenir compte de cet aspect des choses, c'est-à-dire que la théorie émancipatrice, elle s'élabore à partir d'une réalité de domination. Donc, décrypter les mécanismes de domination est aussi un préalable pour, avec l'expérience critique, élaborer une alternative. Donc, ce n'est pas aussi simple qu'on imagine. Oui. Moi, je voulais vous poser une question, parce que j'ai été très intéressée par ce que vous avez dit sur Benjamin et sur le fait que, sur la mémoire souterraine des vaincus, et les résurgences des événements qui n'avaient pas déployé tout leur possible. Et en même temps, sur la question précisément de l'émancipation, je me disais qu'on touchait du doigt avec ce concept à une difficulté, ça permettait d'approcher une difficulté plus générale, qui est celle de savoir, d'écrire une histoire qui ne soit pas, pour le dire vite, qui ne soit pas européocentrique. Et comment est-ce qu'on pourrait savoir, est-ce que dans l'écriture de votre livre, vous avez approché cette difficulté? Est-ce que vous avez des pistes pour comprendre comment est-ce qu'on pourrait, par exemple, savoir ce que l'histoire de l'Europe doit à des défaites ailleurs ou à des possibles qui ont été ouverts ailleurs? Je ne sais pas, on pourrait penser à la Révolution haïtienne, vous voyez. Comment écrire une histoire qui pense à ce qui, en Europe, ce que l'Europe doit à des possibles qui sont nés ailleurs et pas dans le sens classique où c'est l'Europe qui fait rayonner, quoi. Je le dis dans mon livre, justement, vous avez fait allusion à la Révolution haïtienne. Eh bien, j'utilise le livre de James qui explique combien cette révolution a anticipé sur le devenir de toute une réflexion, non seulement la critique de l'esclavage, mais bien au-delà. Et je crois que les travaux de tous les Africains à l'heure actuelle, les philosophes africains, l'École normale supérieure a pris une initiative fabuleuse en ce moment, puisqu'ils ont ouvert une chaire de réflexion sur « et si on partait pour écrire l'histoire, si on partait de l'Afrique ?» Je pense que vous avez lu les différents travaux d'Achille Mbembe. Moi, je les cite, entre autres, mais je n'ai pas terminé ma lecture parce que ça commence à être un peu massif, tous les travaux qui émergent de l'Afrique. Et là, c'est une vision... alors, je ne dirais pas qu'est-ce que l'Europe a hérité ou doit à d'autres continents. Il faut peut-être inverser le regard et tenter de penser l'histoire universelle à partir d'autres expériences, d'autres traditions, comme à l'heure actuelle, on est en train de travailler, là je vais présenter mon livre avec un autre collègue avec qui j'ai écrit un petit bouquin sur le réveil de l'utopie, Jean-Louis Laville, et lui travaille beaucoup avec l'Amérique latine, et il y a une série de travaux en Amérique latine sur justement comment réinventer les traditions. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le Chiapas, il y a énormément de collectifs, que ce soit au Chili, au Mexique ou au Brésil, confèrent ce qui s'est passé avec la constitution chilienne. Moi, je suis en correspondance régulière avec les philosophes chiliens qui s'interrogent justement sur les tentatives, l'échec de la constitution chilienne, mais à l'origine de cette constitution, il y a tout un réseau, pas souterrain, mais un réseau effectif de collectifs qui partent de la tradition indigène. Là, c'est
pour le coup, c'est les Mapuches, la tradition Mapuche, mais ça a commencé au Mexique avec la tradition Maya, comment les Mayas se réapproprient leur propre histoire. On a une immensité à découvrir. Et quand on regarde un peu ce qu'ont écrit, en particulier Jérôme Bachet, qui a travaillé au Chiapas, on a eu une discussion, des échanges avec les nouvelles expériences en France, et cette réflexion sur il faut réinventer la tradition. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de populations, d'héritiers de la tradition dite pour les Européens des indigènes, qui font exactement ce que j'ai décrit à propos de l'émancipation juive. Il faut réinventer la tradition, ça c'est l'expression de Benjamin, c'est-à-dire prendre ce qui subsiste pour garder cette forme de mémoire souterraine qui subsiste tout en se dégageant des traditions qui vous enferment. C'est ce qu'ont fait les femmes du Chiapas et c'est ce qu'ont fait un certain nombre de populations, comme, y compris chez les Mapuches, avec une mise en cause de la tradition trop enfermante. Et donc, si on regarde, comme l'a fait James sur la révolution haïtienne, où il a fait une véritable découverte des intelligences de peuples qui étaient considérés sans histoire, pour reprendre une expression qu'on connaît bien, prononcée dans ce fameux discours de Sarkozy, où ces intelligences sont en garde des traces et les héritiers en bénéficient. Et donc, regarder l'histoire, comme le font un certain nombre de philosophes africains, là, à partir d'une autre expérience, c'est tout un monde qui va se découvrir. Alors, donc, c'est peut-être pas l'apport du côté des Européens, c'est cette dialectique, en quelque sorte, entre des populations et des traditions différentes. Et si on regardait le monde, donc, je ne sais pas si c'est l'histoire globale, parce que là, c'est une question de mode, je ne sais pas ce que ça veut dire, vraiment, parce qu'il y a beaucoup d'historiens qui tendent à imiter quelque chose. Oui, c'est pas très convaincant. Moi, j'ai vraiment pas fait exprès. C'est à un moment, l'émancipation, je suis en 1936, je me suis dit, je vais m'occuper du Front populaire. J'ai beaucoup aimé travailler sur les discours de Léon Blum. Qu'est-ce qui s'est passé au moment des grèves ? Et puis, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrête comme ça ? Le poids des organisations en 1936 était considérable. Et puis, on s'aperçoit que, tiens, tel endroit, il y a eu un petit collectif qui s'est mis en place. Et puis, tout de suite, il a été enterré au profit de la stratégie générale, et stratégie qui était comprise très bien par Léon Blum, qui lui disait de manière extrêmement précise: il ne faut pas confondre la gestion du gouvernement avec la prise de pouvoir. Or, les grèves de 1936, ce n'était pas vraiment la prise de pouvoir, mais c'était en même temps une critique de la gestion du gouvernement, avec toutes les tensions par rapport au Comintern qui ne voulait pas la prise du pouvoir, mais en même temps, il y avait quand même suffisamment de grèves pour qu'on aille plus loin, et du même coup, Léon Blum était pris dans cette enclume, dans cet étau. Oh ! Qu'a-t-il fait, sinon être victime d'un antisémitisme? Et on n'imagine pas ce qu'il a subi. On n'imagine pas ce qu'il a pu subir. Donc je me suis dit, je m'arrête à 1936. Non, il fallait absolument que je regarde ce qui s'est passé en Espagne. Parce que là, l'autonomie a bien existé. Comme pendant un temps très court, alors c'est pas simplement en Catalogne, il y a eu des moments enfin, vous connaissez mieux que moi, il y a eu des moments de grande espérance. Et puis même les anarchistes eux-mêmes, etc., ont été couverts. Je pense que c'est un processus enfermant au fur et à mesure de la guerre civile, avec le rôle de l'URSS qui a été absolument catastrophique. Et donc, tous ces petits îlots émancipateurs, il fallait pouvoir en faire quelque chose. Alors, j'aurais pu aller plus loin, mais bon, à un moment, il ne faut pas simplement terminer une grève, mais il faut terminer un livre. Et donc, on m'a dit non, c'est plus possible, il faut s'arrêter là. Et c'est pour ça que je me suis arrêtée à 68, parce que qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris le livre de Vidal Naquet. Vidal Naquet,
Avidan Laquais, c'est un historien antiquisant. Alors, il a toujours été engagé pendant la guerre d'Algérie, etc., etc. Comme pour 61, j'ai pris les belles lettres de Charlotte Delbos. Qu'est-ce qu'elle fait, Charlotte Delbos, en 61 ? Elle recueille la totalité des textes qui existent et qui sont publiés pendant le massacre des Algériens, massacre du 17 octobre qui a été couvert par la manifestation de Charonne. Après, on a magnifié Charonne. Je ne dis pas que Charonne n'était pas catastrophique, mais du coup, la manifestation de Charonne a fait oublier octobre 61, alors que les belles lettres, elle a écrit ce livre en 61 pour pas qu'on fasse comme pour les camps de concentration, pour pas qu'on oublie. Et donc, elle a rassemblé tous les documents. J'ai fait la même chose pour 68. J'ai pris le texte de Vidal Naquet, qui, la République étudiante, qui systématiquement relève tous les possibles, tous les manquements, tout ce qu'on peut imaginer, pour tenter de voir quels étaient les enjeux, quel était le moment réel vécu par les étudiants, vécu aussi par les ouvriers. Et donc les ouvriers, je suis allée chercher bien sûr les expériences autonomes. Il se trouve que j'avais parlé à plusieurs reprises avec une des héroïnes de l'IP, donc je me suis arrêtée largement sur l'IP, parce que s'il y a une autonomie, c'est bien l'IP, avec les gens tels qu'ils étaient, avec tout ce que ça implique comme spécificité. Et donc, spécificité avec... oui, c'était la CFDT. Et oui, Piaget, je suis allée dîner chez lui. Il se trouve que sa femme nous servait à table, sans que pour autant on ait été offusqué, tout en remarquant, Et tout ça fait un moment d'exception. Donc, c'est les gens avec... Alors, peut-être l'histoire globale, j'en sais rien, mais il y a des moments où il fallait aller ailleurs. Et James, moi, m'a obligé à aller à Haïti. Moi, c'est formidable. Merci beaucoup, Michel. Tu as beaucoup travaillé, je pense. Moi, je ne sais pas si le confinement y est pour quelque chose. J'aimerais que tu nous dises effectivement... Voilà, combien de temps tu as travaillé sur ce livre? Mais 6 ans, avec une quantité de lecture et d'entretien, d'après ce que j'ai compris. Oui, d'accord. Mais voilà. Mais sinon, merci beaucoup, parce que ça plane assez haut quand même. Moi, je commence à avoir un certain âge, j'ai du mal à suivre. Mais c'est porteur d'espoir en même temps, parce que tu nous donnes beaucoup d'explications de ce que nous vivons aussi aujourd'hui. Et je pense que ça peut énormément nous servir, même si, a priori, on se dit « Ouh là là, il y a du boulot, on va pas le faire demain. » Mais quand même, tu as bien déblayé le terrain, je crois. Oui. Ce que j'aimerais, c'est que vous lisiez le livre et que vous me disiez si ce que je vous ai dit ce soir, vous le retrouviez dans le livre, et vous avez sans doute des tonnes de questions à poser. Est-ce que j'ai rempli mon contrat? D'autres questions? Une dernière question? Allez. Bon. Alors, très court. Oui, un immense merci, Michel. Alors, je vais me permettre de te tutoyer, ça sera plus simple. Voilà. Et pour ce travail, effectivement, qui essaye de couvrir, il a l'air d'y réussir, je ne l'ai pas lu encore, cette question incroyable, c'est qu'est-ce qu'on a pu faire de tout cet élan émancipateur qu'on pouvait porter, que le mouvement ouvrier, bien sûr, portait au 19e siècle, mais tu l'as dit aussi, c'est pris dans des mouvements d'affirmation de la parole féminine, par exemple, à certaines périodes, etc. Et moi, je reste convaincu qu'effectivement, très souvent, quand on retourne prendre autre chose que cette histoire en continu, comme tu disais à la suite de Benjamin, qu'il faut faire exploser, et bien quand on prend la parole telle qu'elle s'est exprimée à ce moment-là, c'est là qu'on trouve des pépites. Et c'est terrible, parce que cette tension, on a l'impression qu'elle est là tout le temps, entre une parole d'opposition, une parole critique, une parole, je vais employer un mot naïf, mais fraîche,
Et le fait qu'on arrive à la mettre sous boisseau, comme tu l'as dit, et qu'on la perde. Alors je me permettrais juste de dire, par exemple, un des bons critères pour voir que le mot n'est plus rendu à la réalité de ce qu'il veut dire, c'est que tu as parlé, par exemple, de toute cette école française de philosophie qui a eu un art magnifique pour compliquer plein de problèmes. Et on peut avoir un petit fil pour décoder ça. C'est que tous ces courants-là, à un moment, quelque part dans leur discours, il y a toujours quelque chose qui fait qu'ils se rangent du côté d'une domination, d'un pouvoir de classe, d'une domination de classe. On a parlé par exemple des maoïstes, c'est évident, mais c'est proprement ahurissant, mais la constante c'est ça, c'est la défense de l'État, de la Chine populaire, prétendument populaire et prétendument démocratique, ou de l'URSS, etc., ou du gouvernement populaire au Vietnam, etc. Il y a toujours l'idée on peut trier, je dirais, entre les gens qui essayent de retrouver un noyau émancipateur et les autres, c'est que les autres disent « Oh là là, on construit quelque chose de vachement réfléchi », mais à la fin, c'est incroyablement simple comment ils se rangent derrière une autorité et un pouvoir. Voilà. Et je vais vous faire une petite pique à tous les deux, parce que vous l'avez fait sur Boris Souvarine en disant il a mal tourné, etc. Et ça, pour avoir édité Boris Souvarine, je crois qu'à chaque fois que je mets un livre entre les mains de quelqu'un, j'entends ça, il a mal tourné. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas l'héritage, justement, du regard qu'on a eu sur Souvarine, plutôt que de se demander la réalité et d'apprécier la qualité de la critique qu'il avait dans les années 30, etc. Là, il faut absolument que je te réponde parce que c'est très important. Donc, on aime bien l'ironie. C'est très important. Moi, je n'ai pas voulu régler des comptes. Surtout pas. Et je ne voulais pas que les héritiers du Parti communiste français, les héritiers du maoïsme, les héritiers, etc., du colonialisme. Donc, toujours, par exemple, la guerre d'Algérie, je n'ai cessé de travailler constamment avec Mohamed Arbille, au téléphone en permanence, pour savoir si vraiment mon interprétation était la bonne, etc., etc. Et donc, Souvarine, c'est ce qu'on a dit de Souvarine. Moi, je l'ai fait lire à un membre du PC pour qu'il n'y ait pas cette idée de règlement de compte avec leur vision. C'est-à-dire que pour le Parti communiste, Souvarine a mal tourné. Pour le Parti communiste. Donc, je lui ai dit, d'après toi, à quel moment je prends Souvarine ? Il me dit, cette période, c'est magnifique, c'est la période critique, c'est parfait. De façon à ce qu'il n'y ait pas ce règlement de compte. Et pour les maoïstes, c'est la même chose. J'ai fait lire la partie critique du maoïsme à un maoïste. Il est venu à la maison lire le dernier chapitre, j'ai corrigé une phrase, de façon à ce qu'il n'y ait pas cette vision de règlement de compte, mais de réflexion critique qui aille jusqu'au bout, justement, de ce décryptage. Je préfère décryptage à déconstruction, pour éviter d'imiter Sandrine Rousseau. Elle m'atterre tellement que même les mots qu'elle prononce m'empêchent de retrouver justement le bon sens. Donc ce décryptage, de façon à ce qu'il n'y ait aucune difficulté, il n'y ait aucun a priori quand on lit mon livre. Aucun. Et j'espère que tous ceux qui sont héritiers, parce qu'on est tous des héritiers de moments difficiles, puissent plonger dans le livre en disant « là, d'accord, donc je ne fais pas de commentaires ». Je n'ai même pas commenté le poème d'Aragon. Non, je ne l'ai pas commenté. Mais grâce à notre ami Jeanne Auvert, donc, qui m'a ouvert les yeux sur le fameux congrès de 1935, le fameux congrès de 1935, c'est lui qui m'a fait connaître Benjamin Fondane, mais c'est fabuleux, quoi. On relit ce fameux congrès des intellectuels. J'ai donc relu le congrès des intellectuels grâce au texte de Jeanne Auvert et grâce à Benjamin Fondane. Donc là aussi, c'est un témoin. Benjamin Fondane m'aide, comme Klemperer m'aide, comme Alexandre Berkman, enfin bref, tous ceux qui avaient une vision dissonante, totalement minoritaire, mais dissonante et clairvoyante,
qu'on retrouve aujourd'hui. Et c'est pour ça que maintenant, Benjamin Fondane commence à être lu. Bien, nous allons peut-être nous arrêter là. Vous remercier, Michel Rios-Sarcey, vous remercier aussi. Le livre de Michel Rios-Sarcey, L'émancipation entravée, l'idéal au risque des idéologies du XXe siècle, est publié aux éditions La Découverte. Vous venez d'écouter Michel Rios-Sarcey à la librairie Ombre Blanche le 28 mars 2023 lors d'une rencontre en lien avec le festival L'Histoire à venir, réalisée et mise en onde par Radio Radio avec Radio Radio Plus et Radio Terre.